Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Cette émission est retransmise en direct également sur BFM Business, à la télévision et à la radio pour ceux qui veulent s'y reporter, notamment en voiture par exemple. Bon, on va voir l'actualité de la semaine. Le feuilleton UMP se poursuit. Ça vous énerve ce feuilleton? Non, il y a un aspect par lequel je suis amusé, mais pas plus que ça. Pour moi, quand je regarde ça, je me dis, voilà, bon, c'est un épisode à l'intérieur d'une séquence que j'ai déjà annoncée, qui est celle de la désintégration politique du système. Les partis politiques dits officiels, l'UMP, le PS et quelques autres, ont à vendre quelque chose d'invendable, qui est l'austérité à perpétuité. Et par conséquent, ils sont à la recherche de points d'appui pour convaincre les gens d'aller vers eux, mais ils n'en trouvent pas. Donc ce sont des partis qui sont de plus en plus éloignés du réel et qui explosent les uns derrière les autres. C'est ce qui arrivera aussi au Parti socialiste. Et à tous Parce que le PS est inquiet de voir l'UMP emberlificoté dans des querelles internes. Oui, mais ça, c'est vous qui savez, les commentateurs. Moi, je suis un acteur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que les choses se déroulent comme je pense qu'elles allaient se dérouler. Ça ne veut pas dire que je le souhaite, mais c'est comme ça. J'avais décrit ce processus en l'intitulant, d'après le mot espagnol, que c'est vayan todos, qu'ils s'en aillent tous. C'est-à-dire que progressivement, la société se retire des institutions politiques, se retire des partis politiques et ils implosent. C'est ce que nous sommes en train de regarder. Et je pense que l'épisode sur lequel on va venir tout à l'heure d'Arcelor va aussi beaucoup nuire à la parole politique. On va parler d'Arcelor, bien entendu. À sa fiabilité, à sa crédibilité. Alors, on va faire un petit détour par l'étranger, mais qui concerne la France, parce que cette semaine, à l'ONU, 138 pays, dont la France, ont voté pour la reconnaissance de la Palestine comme État observateur à l'ONU. Et voici comment l'ambassadeur de France, Gérard Araud, a expliqué le vote de la France. La France a voté en faveur de la solution des deux États, de deux États pour deux peuples, Israël et la Palestine, vivant côte à côte en paix et en sécurité, à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues. C'est un choix de lucidité et de cohérence. Vous approuvez ce vote de la France? Oui, je félicite le gouvernement pour avoir choisi cette position. Elle est conforme à la tradition diplomatique des Français en la matière, telle que l'avait positionné le président François Mitterrand. Alors on se pose la question pour la suite. Il va y avoir encore des colonisations israéliennes en Cisjordanie. Que doit faire la France? Je suis très inquiet de ce qui se passe, parce que le gouvernement d'Israël, peut-être parce qu'il se sent happé par la droitisation, l'extrême droitisation du Likoud, choisit un cours où la violence est la seule sortie. Et par conséquent, je crains que les choses aillent de plus en plus mal. Et là, les Nord-Américains sont mal récompensés des efforts qu'ils ont faits en faveur du gouvernement d'Israël, puisque, après avoir s'est donné tant de mal pour s'opposer au vote de l'ONU, voici qu'Israël décide, le gouvernement d'Israël décide d'implanter, de construire dans des zones dont il avait été convenu auparavant avec les États-Unis d'Amérique qu'il n'y ferait rien parce que ce serait coupé en deux la Cisjordanie. Est-ce qu'on doit continuer à se contenter de déplorer ou est-ce qu'on doit aller plus loin? Quoi faire, M. Mazerolle? Vous savez bien que premièrement, la parole est captive sur le sujet. Dès qu'un mot, un adjectif paraît excessif à tel groupuscule ou tel autre, ce sont des campagnes médiatiques invraisemblables de haine qui se déchaînent contre ceux qui parlent. Et deuxièmement, le gouvernement d'Israël n'écoute rien ni personne et se moque absolument de ce que nous pensons. Par conséquent, il sera l'auteur d'une catastrophe qui finira par se produire dans cette région du monde. Vous savez, les Israéliens eux-mêmes réagissent. J'ai lu dans des journaux israéliens, des extraits de ces journaux, où vous voyez des Israéliens se préoccuper de cette dérive folle dans la violence et le rapport de force. Mais qui pouvons-nous? Rien. Je sais que ça finira mal, bien sûr, comme tout le monde. Mais que voulez-vous y faire? On n'y peut rien. Tout ce qu'on peut faire, ce sont des attitudes de conseil, on a tout essayé. Le conseil, la protestation, les flottilles pour essayer de libérer le siège de Gaza, les interventions auprès des uns et des autres. On a vu M. Fabius s'embrasser avec le président de la République, Shimon Peres. Donc tout le monde a fait tout ce qu'il pouvait. Et quel est le résultat? Aucun. Donc on voit au Moyen-Orient la marche à la catastrophe s'accentuer. Retour en France, cette semaine, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a annoncé une nouvelle circulaire pour la régularisation des sans-papiers, disons,
pour schématiser, qu'il anéantit la liberté d'appréciation des administrations pour dire, voilà, il y a des règles précises, notamment celle qui permet pour la première fois la régularisation de 2 parents qui sont sans papier. Mais voici comment il était au micro de Ruth El-Khrief cette semaine, il a explicité sa circulaire. Cette circulaire est très exigeante, elle pose des principes généraux qui font qu'il n'y aura pas de régularisation massive. Il ne s'agit pas de régulariser tout le monde, il s'agit tout simplement que nos préfectures, nos administrations, ceux qui sont concernés, sachent exactement sur quelle base on est régularisé, ce qui reste toujours exceptionnel. Et pourquoi on n'est pas régularisé. Et vous ne la trouvez pas équilibrée, cette circulaire? Non, du tout. Ce qui est bien, c'est qu'il y ait des règles en tant soit peu stables et fixes qui permettent aux fonctionnaires de savoir mieux de quel côté aller. Mais le gouvernement, dans ce domaine comme dans tous les autres, fait une chose et son contraire. D'un côté, il annonce pendant des mois qu'il va mettre au point des mesures qui vont faciliter la vie aux gens qui ont aujourd'hui une vie indigne du fait des dispositions qui s'appliquent, et puis de l'autre, il fait le contraire. Nous allons prendre un exemple tout bête. Dorénavant, la situation est plus difficile pour les sans-papiers que sous M. Sarkozy, sous certains aspects. Par exemple, il faut 5 ans de présence pour les parents et 3 ans de présence à l'école pour un enfant pour pouvoir être régularisé. Autrefois, c'était 2 ans et 1 an. Cela signifie que des milliers de jeunes qui sont à l'école... Ça avait été rapporté par Nicolas Sarkozy parce que justement, il y a eu trop de demandes. Mais vous me posez une question sur Sarkozy ou sur Valls? Je vous réponds sur Valls, n'est-ce pas? Donc je compare le dispositif mis en place par Valls à celui mis en place par M. Sarkozy. Excusez-moi si je ne suis pas fonctionnaire d'une préfecture pour vous répondre avec toute la précision que votre remarque appelle. Nous en tenons au texte. Je dis que la situation dans ce cas est plus difficile. Pour le reste, je me reporte à ce que disent mes camarades de la CGT. C'est mieux parce que c'est plus clair, mais c'est tout aussi difficile et parfois même plus qu'avant. Je pense qu'il fallait régulariser d'un seul coup toutes les demandes qui avaient transité par les syndicats vers les préfectures. Manuel Valls dit c'est pas possible, il a dit au Sénat, d'ailleurs, la situation économique et sociale nous l'interdit. C'est absurde, car tous les gens qui ont des dossiers déposés dans les préfectures par le biais des syndicats sont des gens qui ont un travail, qui payent déjà des impôts, qui cotisent ici et là, et qui par définition ont déjà un emploi. Est-ce que Manuel Valls propose de les capturer pour les expulser et les remplacer par qui, monsieur Valls? Par qui? Car ce sont des métiers souvent en tension. Si ce sont des gens sans papier qui les occupent aujourd'hui, c'est parce que souvent ils sont surexploités et que d'autres ne veulent pas faire ces tâches. Par conséquent, encore une fois, ceci s'apparente beaucoup à la gesticulation pour faire semblant de caresser dans le dos tous ceux qui ont à l'égard des étrangers une attitude irréaliste et, comment dire, idéologique, hein, qui se rapporte à peu de choses. Au fond, ils détestent les gens qui ne sont pas comme eux. Avant de parler de Florange, une question sur la gauche. Quel type de gauche? La semaine dernière, à votre place, il y avait ici Pierre Moscovici, et il a explicité ce qu'était pour lui la révolution copernicienne. Je vous propose de l'écouter, et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Nous avons fait des choix, et nous avons posé un socle, qui est un socle qui est radicalement nouveau pour la gauche française, et je pense plus généralement pour la France, pour la politique économique de la France. Notre politique économique, c'est un triptyque, avec 3 éléments qui, à chaque fois, sont des radicales novations. D'abord, le sérieux budgétaire. Nous acceptons, et non seulement nous acceptons, mais nous revendiquons l'idée qu'il faille désendetter le pays. La dette, c'est un poison. Le deuxième élément du triptyque, c'est l'engagement européen. Il faut sortir la zone euro de son ornière. Et puis le troisième élément de ce triptyque, c'est la compétitivité. Et aborder la compétitivité non seulement à travers des facteurs qui concernent tel ou tel aspect qualitatif de l'action publique qui sont très importants, mais aussi affronter ce problème du coût du travail que la gauche, jusqu'à présent, n'avait pas traité. Voilà. D'abord, est-ce que c'est la stratégie de François Hollande ou la stratégie de Pierre Moscovici? Je ne sais pas, c'est à eux de le dire. Mais je n'aime pas l'expression révolution copernicienne parce que Copernic a fait avancer la compréhension du réel. Hein. Il a découvert, il a permis de comprendre que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil et pas le contraire. Là, c'est de la contre-révolution à l'état pur. Un socialiste qui vient se vanter à la télévision du fait qu'il a changé le fondamental de la pensée de gauche, qui était ce qu'ils appellent la compétitivité, le fondamental de la pensée de gauche, et que nous étions sur la politique de la demande. On part des besoins de la société et on y adapte l'outil de production et on organise de cette manière. Hein, voilà. Donc on peut avoir d'ailleurs un regard critique, c'est ça l'écosocialisme. C'est quoi la demande? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est urgent? Mais c'est pour le mentionner à cet instant.
Tant qu'on est sur la politique de la demande, on est sur une politique de gauche. Quand on arrive sur la politique de l'offre, on passe sur une logique de droite et productiviste. C'est-à-dire produire au plus bas coût possible, et comme le seul coût qu'on arrive à maîtriser, c'est le salaire, parce que le reste, les matières premières, les machines et tout ça, ça ne dépend pas de nous, on presse le citron sur les travailleurs. Il faut bien produire pour pouvoir redistribuer. Écoutez, on vend n'importe quoi le plus loin possible partout au monde entier. Alors après, il y a cette phrase que tout le monde connaît, qui est le Tartuffe, qui se révèle à ce moment-là. On dit il faut d'abord produire avant de distribuer. Mais on produit déjà. On n'a jamais autant produit en France. Le pays produit plus qu'il n'a jamais produit de toute son histoire. 2000 milliards d'euros, monsieur Moscovici. Mais pourquoi Moscovici prend-il cette allure pontifiante pour nous parler de d'abord produire, comme il dit, alors que la production a lieu? Parce que la stratégie social-démocrate et social-libérale est tout entière fondée sur l'idée qu'ils vont partager les fruits de la croissance, ils disent. C'est-à-dire ce qui vient en plus, comme ça on ne touche pas aux intérêts actuels, on ne se fâche pas avec les patrons, on ne se fâche pas avec les actionnaires, les grands patrons, pardon, on ne se fâche pas avec les actionnaires, et on va distribuer ce qui est en plus. Malheur, il n'y a rien en plus, parce que leur politique comme ils disent, de compétitivité, qui consiste à presser les salaires et à réduire la dépense publique, fait qu'il n'y a pas le moteur de la consommation pour relancer l'économie. Et comme il n'y a rien à partager, ils viennent là, avec leur face de pierre, nous réciter le catéchisme qui était jusqu'à hier celui des libéraux et qui ne mène nulle part, sinon à une catastrophe. Alors vous, face à ça, vous proposez l'écosocialisme. Bon, on dit comme ça, hein, l'intitulé c'est un peu abstrait. C'est quoi l'écosocialisme? Oui, vous me demandez de résumer ça en une seconde, c'est ça? Non, l'écosocialisme, c'est une méthode politique et un horizon. Hein. D'abord, ça consiste à dire, écoutez, tout ce que vous nous dites là est bien gentil, mais est-ce que vous êtes au courant qu'une crise écologique majeure est en train de mûrir? C'est donc pas une affaire de lifting idéologique que je propose. Attendez, est-ce que vous réalisez que la Banque mondiale elle-même est en train de calculer l'impact sur l'économie d'un réchauffement de 4 degrés de la température ambiante? Les amis, il faut quand même se réveiller. Et donc, nous allons au-devant d'un désastre. Alors évidemment, l'humanité pourrait soit y survivre, soit s'adapter, soit disparaître. Mais ça part déjà de cette idée qu'il y a un impératif qui s'impose à nous. Mais pour autant, sommes-nous désemparés? Non. Nous pouvons convertir notre outil de production, nos méthodes de travail. Moi, je m'adresse aux ouvriers hautement qualifiés, aux ingénieurs, aux architectes pour les aller au boulot. Maintenant, il faut faire bifurquer le modèle productif. Alors, l'écosocialisme, ça veut dire que le but émancipateur du socialisme doit se dérouler à l'intérieur de l'exigence écologiste. Et donc, c'est une politique de la demande qu'il faut faire. C'est-à-dire, de quoi a-t-on besoin? Et j'ai envie d'ajouter, de quoi a-t-on réellement besoin? Voilà. Vous voyez, il y a un aspect culturel, il y a un aspect économique et il y a un aspect politique. Très bien. Eh bien, Edwige Chevrillon, tout à l'heure, va vous poser des questions complémentaires sur la stratégie industrielle par rapport à ce que vous venez de dire. On marque une pause et puis on parle de Florange.